Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter au nom d'Octo Academy nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Je suis Estelle Hubé-Laurent, consultante formation chez Octo Academy et j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire ce 6e Live Academy qui va vous emporter, vous transporter dans le top 10 des pratiques managériales. Ce sujet palpitant va être décortiqué par Alban Dahl et Nicolas Kalmanovic, tous deux managers chez Octo. Avant de leur laisser la parole et quelques petits tips pratiques pour l'organisation. Ce que je vous invite, c'est à couper vos micros et vos caméras pour faciliter le talk. Et si vous avez des questions, à les poser dans le chat pour que Alban, Nicolas et moi puissions y répondre d'ici une grosse demi-heure. Il y aura un temps effectivement de questions-réponses à la fin de leur pitch. À la fin de ce webinaire, vous recevrez également un questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse prendre en compte vos feedbacks qui nous aideront à améliorer les futurs webinaires. Et comme je l'ai dit, donc du coup, ce webinaire est filmé, vous recevrez le replay par la suite. Sans plus attendre, je laisse la parole à Alban et à Nicolas. Merci Estelle, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc Nicolas et Alban, nous sommes consultants en transformation, coach professionnel et puis manager et leader chez Octo Technologies. Oui, bonjour à tous. Et donc tous les deux, on a évolué dans notre façon d'envisager et de pratiquer le management ces dernières années, c'est bientôt 20 dernières années d'ailleurs. On a opéré progressivement différentes mutations en absorbant régulièrement de bonnes doses d'agilité. Avec Alban, nous croyons que seules les entreprises finalement fortement agiles peuvent survivre à l'avenir et que cette transformation, elle n'est possible que si les managers, si les leaders sont motivés à y trouver leur place et à y faire évoluer leur posture en conséquence. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va vous proposer aujourd'hui de partager un peu notre vision de la place des managers dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde agile. Le top 10, un petit peu des mutations qui, à notre sens, la redéfinissent. Et quelques facteurs clés de succès de ces changements. Alors, longtemps, les consultants comme nous, on a eu pour mission de convaincre les entreprises qu'on vit dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, tout ça, ultra angoissant et qu'il faut absolument changer. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de faire ce discours-là. Nous savons tous que nous vivons dans le brouillard. À tout moment peut surgir une pandémie, un concurrent qui lève 300 ou 600 millions, une nouvelle technologie qui change la donne. Bref, c'est le brouillard. Et en même temps, c'est aussi un monde ultra riche d'opportunités. Du coup, la vraie question pour nous, c'est comment y voir clair et tirer son épingle du jeu dans cette situation. Et d'ailleurs, si les méthodes agiles connaissent un tel succès depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est justement parce qu'elles permettent de mieux fonctionner en environnement complexe. Elles permettent aux organisations de développer leur capacité d'adaptation. Elles appellent aussi à remettre en question un certain nombre de choses comme les structures rigides et silotées dans les organisations pour évoluer vers des systèmes qui sont plus apprenants, des organisations plus orientées produits, voire éventuellement libérées. Alors, savons aussi que ce mouvement de transformation, ces évolutions, elles échouent souvent, notamment sur les récifs de culture d'entreprise qui tiennent essentiellement par des pratiques managériales qui ne sont pas adaptées. En gros, on essaye de monter des organisations très autonomes, basées sur la confiance, sur le droit à l'erreur, mais ça sur des systèmes qui sont fortement hiérarchiques, qui reposent sur le commande et le contrôle. Donc forcément, ce n'est pas compatible et du coup, ces mouvements d'évolution n'apportent pas les bénéfices. Alors, c'est même à se demander si les managers n'ont pas tout simplement vocation à disparaître. Et d'ailleurs, il y a plus d'un agiliste convaincu dans la communauté qui laisse entendre que l'agilité sort de la libération des entreprises, rime avec la fin des managers. Et ça ne manque pas de crisper ces mêmes managers qui, eux, en attendant, reçoivent l'injonction de rendre agiles leurs équipes et donc entraîner ainsi la fameuse résistance au changement. Alors oui, le management d'hier aura probablement disparu demain, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons plus besoin de managers ou de leaders. En tout cas, c'est notre conviction. Mais cette transition, elle nécessite dès aujourd'hui une mutation de l'espèce managériale. Alors, du coup, Nicolas, c'est vrai qu'on parle de mutation, on utilise ce vocabulaire un peu d'actualité, mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on peut parler plutôt de révélation, d'épiphanie? Oui, je me souviens très bien quand c'est arrivé pour moi. Tout est arrivé pour moi un soir où je travaillais tard et où une grande lumière a surgi. J'ai entendu cette petite voix comme sur une visio non mutée qui me disait « Nicolas, tu dois changer ».
Et voilà, ça m'a permis de me transformer. Alors bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça, je n'ai pas eu d'épiphanie, je n'ai pas eu de révélation, j'ai connu un changement progressif sur 20 ans qui m'a fini par me faire atteindre un point de bascule un peu inéluctable. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé le management, complètement par hasard, c'était il y a 20 ans justement, je suis tombé assez vite dans le mode manager contrôlant, au mieux paternaliste. J'ai commencé à nourrir des croyances comme quoi mes équipes étaient parfaitement incompétentes, qu'elle ne comprenait rien à rien, et puis que finalement, ça valait le coup que je devienne moi le vizir à la place du vizir, parce que j'étais sans doute aussi plus compétent que les autres. Voilà, donc un schéma assez classique, une croyance assez triste, mais plus je me suis élevé, heureusement, et plus j'ai senti une tension entre ce que l'entreprise finalement me demandait, ou le modèle dans lequel j'étais en train de me fondre, et celui que j'étais vraiment. J'ai commencé à être heurté finalement dans mes valeurs, dans mes convictions. Je me sentais plus moi-même, plus congruent, comme on dit. Mais j'ai eu de la chance parce que j'étais plutôt dans des milieux très digitaux, donc soumis à une très forte besoin d'adaptation rapide. Du coup, j'ai découvert l'agilité pour essayer de rendre mon organisation plus efficace. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour que les équipes elles deviennent plus efficaces, il fallait qu'elles soient plus motivées, il fallait qu'elles soient plus autonomes et qu'il me fallait, moi, changer de posture, faire confiance, développer l'autonomie, déléguer un maximum. Et en faisant évoluer ces postures, je me suis retrouvé de plus en plus en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec mes convictions. Et ça a créé un cercle vertueux parce que plus j'étais en accord, plus mes postures changeaient, plus les équipes étaient efficaces et motivées. Et du coup, à un moment donné, j'ai basculé complètement. J'ai arrêté le management, j'ai basculé dans le coaching et le servant leadership finalement. Et de cette époque-là, j'ai gardé la conviction que la principale mission managériale, en tout cas pour moi, c'est de créer un environnement motivant, engageant. Et que c'est en cherchant ce qui me motive, moi, en tant que manager, en tant que leader, que j'ai une chance de pouvoir aussi trouver ma juste place, motiver les managers et les aider à performer, aider finalement l'organisation à trouver sa place dans un monde, comme on le disait, complexe et incertain. Alors, puisqu'on parle de motivation, de facteurs de motivation, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé avec Nicolas, sur lequel on a pas mal travaillé avec beaucoup de managers pour comprendre ce qui motive et les équipes et ce qui motive les managers à évoluer dans leur management. Et donc, on en est arrivé à partir d'histoires, alors comme celle de Nicolas, la mienne et bien d'autres managers, à faire émerger un modèle de management en 4 dimensions qui est basé sur les grandes catégories de facteurs de motivation. Et sur les grands facteurs de motivation intrinsèques que l'on retrouve dans les travaux de Daniel Pink et son fameux ouvrage Drive. Donc, il y a le sens, l'appartenance, la finalité, ce fait qu'on est d'autant plus motivé qu'on fait des choses qui ont sens pour nous et qui nous rattachent à quelque chose, à une famille plus grande que nous. Il y a aussi la liberté, cette capacité de pouvoir prendre des décisions en toute autonomie sur son périmètre. Hein. Forcément, c'est motivant, ou l'inverse peut souvent être très, très démotivant. Et puis, il y a la maîtrise, cette capacité à se dire, oui, je progresse continuellement, je continue d'apprendre dans un environnement sécurisé, je reçois finalement la reconnaissance de mes pairs pour ce que je maîtrise. Voilà, c'est ces 3 facteurs qui sont clés pour la motivation intrinsèque. Et nous, on aime bien y ajouter cette notion de congruence, donc d'être en accord finalement avec soi, de montrer un alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, qui est un peu la base de cette notion d'exemplarité dont on parle beaucoup aux managers. Et donc, ces facteurs de motivation, ces catégories, elles correspondent à 4 axes sur lesquels opérer différentes mutations qu'on va vous présenter par la suite. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, si tu passes au slide suivant, Nico, c'est que ces catégories, elles sont aussi en phase avec les principes agiles qu'une équipe adopte quand elle cherche de façon itérative et incrémentale à réaliser à la fois le bon produit, donc dans le cadran en haut à gauche, tout ce qui est autour du sens. Donc, une équipe agile, elle cherche à réaliser le bon produit, à le réaliser suffisamment vite, donc ne pas rencontrer de blocage, être autonome et responsable et avoir une bonne vélocité dans sa réalisation, à le réaliser bien, correctement, avec le bon niveau de qualité,
donc le cadran en bas à droite, et puis aussi à se reconnaître dans le produit, à faire un produit en lequel elle croit et dans lequel elle se reconnaît. Donc, finalement, par extension, on peut s'inspirer de ce cadran pour définir la place des managers dans le monde d'aujourd'hui ou de demain. Donc, manager porteur de sens, manager coach, mentor, manager finalement facilitateur, toujours congruent. Comme une boussole, ça peut aussi aider tout à chacun à trouver sa place en revisitant les questions qui sont attachées. Finalement, est-ce que je suis légitime et capable? Est-ce que j'ai envie aussi de donner du sens? Est-ce que j'ai envie, je suis capable de développer l'autonomie, la responsabilité? Est-ce que je peux apporter en termes de développement de l'expertise? Et en articulant tout ça de façon cohérente sur l'individuel et le collectif, on peut trouver sa place et faire évoluer nos postures pour le bien du collectif, finalement. Alors concrètement, parce que c'est grand mot, comment on peut faire? Quelles sont les nouvelles postures qui permettent de se transformer? Alban, quelle serait pour toi la première d'entre elles? On va commencer par le premier cadran ou à gauche autour de porter le sens. Donc c'est vrai que dans un environnement qui évolue de plus en plus rapidement, qui est complexe, comme on l'a dit, on ne peut plus attendre que la sacro-sainte stratégie vienne uniquement du haut du top management. Elle va être inévitablement trop lente, insatisfaisante pour les équipes qui ne manqueront pas de la trouver décalée par rapport à leur réalité du terrain, peut-être ce qu'ils perçoivent de leurs clients internes ou externes. Alors, à mon niveau, en tant que manager, j'ai donc tout intérêt, via des ateliers, des outils comme la vision par le cadran, par exemple, à co-construire une partie de cette stratégie avec mes équipiers et même mes clients. À équilibrer finalement le top-down, ce qui vient de effectivement le top management, la stratégie, la direction, et le bottom-up pour équilibrer équilibrer tout ça au service du client. Alors, il y a un manager qui me raconte comme ça il y a quelques semaines, après avoir essayé de mettre en place ces ateliers, il était tout content. Ah, ça y est, la notion de valeur métier, elle commence vraiment à émerger dans l'équipe. L'équipe se l'approprie vraiment. Et donc, ça lui faisait super plaisir parce qu'il sentait que le projet devenait vraiment porteur de sens pour ses équipiers. Alors, de la même manière, par exemple, chez Octo, chaque tribu, on est organisé en tribus, ce sont les membres de la tribu qui définissent la raison d'être de la tribu. Et c'est le cas aussi de la plupart des initiatives transverses qui sont portées par des communautés chez Octo qui sont auto-organisées. On voit également énormément ces dernières années se développer une pratique, celle des OKR, les objectifs qui résultent, les objectifs résultats clés, qui nous vient des GAFA et de quelques autres entreprises, qui est en train de se répandre dans les entreprises, y compris en France. Et c'est une pratique qui permet justement de remettre en question cette question, mais pourquoi on fait les choses? Quel impact on recherche? Non plus penser tout de suite solution, qu'est-ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce qu'on cherche à impacter? Comment on va mesurer qu'on est sur le bon chemin? Et du coup, en effet, discutons ensemble de ce qu'il convient de faire. Et c'est une méthodologie, une pratique qui est à la fois simultanément top-down et bottom-up, qui met en conversation les enjeux stratégiques et la réalité tactique pour finalement réaligner de manière cohérente les efforts de tout à chacun. Et ça permet de donner une visibilité finalement à tout le monde sur qui fait quoi, quels sont les objectifs de tout le monde. Et cette visibilité, c'est aussi une autre clé dans le monde d'aujourd'hui. Alors, une deuxième mutation qui est vraiment un fondamental pour les managers agiles, elle porte sur le fait de rendre le travail visible. C'est-à-dire, comment est-ce que je m'assure que tout ce qu'il y a à savoir, à faire, à produire est clair et partagé avec tous et que je ne suis pas finalement le maître du planning et des tâches. Alors concrètement, dans les équipes agiles, ça prend la forme d'un tableau de tâches, on parle de Kanban board, de management visuel en général, qui va permettre à chacun de mieux comprendre le travail qui est réalisé, les priorités, les points de blocage, et donc de prendre de meilleures décisions à tous les niveaux dans l'équipe et dans l'organisation. Alors d'ailleurs, chez Octo et ailleurs, on voit que ce ne sont pas du tout que les équipes de développement qui utilisent ce management visuel.
Mais chez Octo, par exemple, aussi, les équipes RH, équipes communication, les business développeurs poursuivent l'activité business. Donc, c'est vraiment une pratique applicable par tous. Et effectivement, ça pousse à la transparence. Pour vous donner un autre exemple, dans notre équipe de consultants, il y a un sujet qui est un peu clé, c'est le staffing, les missions sur lesquelles les uns et les autres peuvent se positionner. Le fait de rendre visible l'ensemble des missions, des opportunités qui se présentent, ça permet à chacun directement de manifester son intérêt en fonction de ses compétences, de sa disponibilité, et ça soulage considérablement la charge de gestion du staffing par le management, par Nicolas ou par moi, par exemple. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va permettre l'amélioration continue du système par tout le monde. Alors, effectivement, c'est la mutation suivante, animer l'amélioration continue davantage que le reporting. Pour illustrer cette troisième mutation, je propose cette image. Imaginez que vous êtes en randonnée, vous êtes parti avec un groupe et il y a un programme de randonnée assez chargé. Vous avancez, mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, il y a des obstacles et vous prenez du retard sur le timing. Et il y a quelqu'un qui vous demande toutes les 2 minutes. Mais on en est où? Dans combien de temps on arrive? Il faudrait vraiment accélérer. Tout ça, toutes les 2 minutes. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va vous donner de l'énergie? Ou est-ce que ça va plutôt vous en prendre et vous énerver? Sur un projet, c'est pareil. Demander du reporting sans arrêt. Et on peut observer que dans les projets en difficulté, il peut y avoir une tendance à demander de plus en plus de reporting, de plus en plus fréquent. Ça n'aide pas à améliorer la performance. Donc, cette mutation, elle consiste vraiment à se concentrer avant tout sur le système, observer des choses comme le niveau de collaboration et de confiance dans l'équipe, la capacité à gérer des conflits, la solidarité, l'environnement de travail, la capacité à prendre et tenir progressivement des petits engagements et de plus en plus grands, puis à agir, notamment via des rétrospectives régulières, pour tester des améliorations dans le fonctionnement. Et c'est ça qui va entraîner les améliorations de performance. Alors, pour faire le lien entre cette mutation et la précédente, sur le fait de rendre les choses visibles, quelque chose qu'on observe quand on a réussi à mettre ça en place, c'est qu'on a beaucoup moins d'attention en tant que manager à porter sur les résultats, sur la performance, parce que c'est l'équipe qui va le faire par elle-même. Et donc là, je peux vous partager que bien souvent, ce sont des équipiers qui réagissent sur des niveaux des chiffres, des niveaux de performance de l'équipe avant moi, qui ont vu des choses, qui les partagent et qui proposent des actions d'amélioration. D'ailleurs, chez Octo, il y a aussi une grande partie de ce reporting qui est généré presque automatiquement pour toutes les équipes et qui est partagé, ce qui fait que ce travail de reporting, il prend presque aucun temps aux consultants. On est plutôt chouchouté sur le sujet. Alors, donner de la visibilité, développer l'amélioration continue, c'est aussi ce qui permet du coup de mieux déléguer, voire de passer de la délégation à la subsidiarité. C'est notre quatrième mutation. La subsidiarité, un peu un mot compliqué, barbare parfois, c'est ce principe selon lequel la responsabilité d'une action, elle revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont concernés par cette action. Donc, il s'agit bien de confier le pouvoir de décision et d'initiative au plus proche du terrain, au plus proche du besoin, au plus proche du client, donc de développer l'autonomie des collectifs et des personnes. Donc, la subsidiarité, elle peut être descendante, c'est le principe de délégation. On parle tous de délégation en formation management depuis très longtemps, donc on connaît bien ce principe-là. Et en même temps, sur le terrain, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même que la délégation, elle est peu précise. Elle n'est pas mise en conversation, ou rarement. Et au final, ce qu'on observe, c'est que dans beaucoup d'équipes, il y a un réel désalignement entre ce que l'on pense avoir délégué en tant que manager, ce qu'on pense devoir pas déléguer, et du côté des équipes sur finalement ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Ça ne s'entend pas, et du coup, le système n'est pas clair, et la capacité d'adaptation du système est d'autant plus réduite, et l'autonomie, du coup, quasi nulle. Et c'est pourquoi nous, on va vous recommander plutôt de préciser, de faire évoluer avec vos équipes les différents niveaux de délégation. Mais l'objectif, il est peut-être d'aller encore un peu plus loin, donc viser la subsidiarité par défaut, c'est-à-dire non plus préciser ce qui est autorisé, mais bien préciser les limites, le cadre, finalement, peut-être les rares choses qui doivent être interdites.
Tout le reste, par défaut, doit devenir autorisé. Et c'est un véritable outil finalement de libération des forces et des énergies des équipes. Et cette subsidiarité, donc, elle va encourager la distribution du pouvoir. Il ne faut pas non plus tomber dans l'injonction, comme souvent, les équipes doivent pouvoir, comme je le disais, s'appuyer sur un cadre très clair pour développer leur autonomie. Et la 5e mutation, qui est très liée, elle est beaucoup liée au développement d'une posture managériale de plus en plus attentive au design d'organisation. C'est-à-dire que pour créer un cadre propice à l'autonomie et à l'émergence, il faut veiller à protéger la charge cognitive et la capacité de focus des équipes. Ce qu'on a beaucoup oublié de faire, ou ce qu'on fait de moins en moins, c'est en train de changer. Les managers de plus en plus se redonnent de la compétence sur ce métier-là, le design d'organisation, mais d'une manière un peu différente, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de co-construire les frontières claires des équipes avec les équipes. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'exerçais dans une software factory, donc très agile, qui prenait l'autonomie, l'émergence bottom-up des processus, tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que la croissance du périmètre fonctionnel, des effectifs, ça crée de la complexité. Cette complexité est devenue de plus en plus difficile à adresser par les équipes et on a pu observer un désengagement. C'est-à-dire que les équipes ont commencé à refuser des responsabilités transverses, refuser de faire des choses, refuser de s'engager sur des dates, parce que l'augmentation des dépendances entre équipes, la complexité, le nombre de domaines à gérer, tous les sujets qui retenaient finalement l'attention de tout le monde, avaient créé un phénomène de saturation cognitive. Ils n'en pouvaient plus. Et du coup, qui dit saturation cognitive dit aussi déresponsabilisation. Et pour résoudre la situation, l'action managériale aurait pu être de dire vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas autonome, et repartir dans l'injonction, ou augmenter les règles, les récompenses, les punitions. Ça aurait pu être aussi de repartir en chambre, définir une organisation. Ça se fait beaucoup. Là, l'action managériale était différente, a été de proposer un cadre de réflexion pour mieux designer l'organisation à venir. Donc, en se basant sur les besoins du client, la complexité de chaque domaine fonctionnel et technique, finalement, le cadre managérial a juste proposé quelques règles. Celui de respecter le nombre de Dunbar pour le nombre de personnes dans une équipe, celui de s'inspirer des topologies d'équipe décrites par des gens comme Mathieu Skeleton et Manuel País dans Team Topologies, donc pour veiller à la saturation cognitive des équipes. Différentes petites choses proposées pour finalement, avec les équipes, redessiner l'organisation pour qu'elle soit favorable de nouveau à l'autonomie et à la baisse à la baisse de la charge cognitive, à la baisse des dépendances et des interruptions. Donc, la recherche d'une autonomie réelle et non décrétée. Et le boulot du manager, finalement, c'est peut-être d'assurer que nos équipes ne souffrent pas de saturation cognitive, qu'elles ne souffrent pas de désengagement et qu'elles ont les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elles se fixent avec nous. Et alors, une autre façon, autre mutation pour développer l'autonomie de ces managers, c'est aussi d'arrêter de se poser en manager sauveur, en Superman ou Superwoman problem solver, et de commencer à pratiquer le questionnement ouvert. Alors, ça consiste du coup, plutôt que de répondre directement aux questions, aux problèmes qui se posent, à solliciter ses équipiers, ses managers, les interroger par des questions ouvertes sur leur façon de voir les choses, donc comment est-ce que tu vois les choses, quelles sont nos options pour résoudre le problème que tu me partages, qu'est-ce que tu proposes, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, etc., etc. C'est une façon de reconnaître et de mobiliser l'intelligence collective de tous les collaborateurs. Ça paraît extrêmement basique, hein, et pourtant, quand on travaille cette pratique du questionnement ouvert, on le fait avec pas mal de managers, on se rend compte que ce n'est pas si facile et ce n'est pas si naturel de pratiquer ce questionnement. Il y a à peu près 3 ans, je crois, Alban, on a décidé ensemble avec d'autres personnes de l'équipe d'augmenter nos compétences là-dessus en nous formant notamment au coaching professionnel. Comme on intervient beaucoup dans des environnements en changement, c'était important pour nous d'être meilleurs dans l'accompagnement des collectifs, puis des personnes qui changent de rôle, qui changent de poste. Mais le bénéfice auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que ça a vraiment modifié notre manière de manager. Ça a musclé notre capacité à questionner, à se retenir de dire non, mais dans ce cas-là, tu fais ça, c'est évident. Ça donne envie, hein, surtout quand on est expert dans le domaine. Mais vraiment aller chercher plutôt des questionnements profonds, chercher à développer la confiance
du manager lui-même, chercher à l'aider à confirmer, à tester des choses par lui-même et du coup à améliorer ses performances. Et on s'est rendu compte assez vite en fait que nos managers, parce que nos postures avaient changé, étaient de plus en plus autonomes, de plus en plus performants, avec des parcours carrière assez étonnants. Et en plus, ça permet cette posture un peu de questionnement ouvert, de coaching, elle permet de renforcer la confiance du manager lui-même, mais aussi dans son manager, ce qui est, du coup, rend le feedback beaucoup plus efficace. Alors, ça fait une bonne transition avec la mutation suivante à propos du feedback, qui, elle, consiste en tant que manager à demander du feedback à ses managers sur son management. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, hein, de donner du feedback à son propre manager. Certaines écoles de management recommandent même d'éviter de donner du feedback à son manager. Alors, du coup, comment on sort un peu de cette impasse? L'idée, c'est que ce soit plutôt le manager qui demande ce feedback plutôt que le manager qui doive le donner directement. Mais pour autant, ça ne reste pas simple. Et donc, nous, une technique, une petite pratique qu'on recommande là-dessus pour solliciter le feedback plus facilement et qu'il soit plus facile à donner par les managers, c'est par exemple de demander qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse davantage, que je fasse moins, que je continue à faire de la même manière. C'est une façon d'aller chercher du feedback de manière plus facile du coup à répondre pour les managers. Et le faire régulièrement, comme par exemple pendant les one-on-one, toutes les semaines, avec les managers. Ça permet aussi de développer cette confiance et quand on arrive dans les cycles d'évaluation annuels ou semestriels, d'inverser la tendance, de pouvoir se permettre de dire et toi, alors comment tu m'évalues? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux m'améliorer? Et du coup, de progresser parce que finalement, notre client, c'est en grande partie le manager. Donc, s'il ne nous donne pas de feedback, on ne peut pas adapter nos postures et être plus efficace à notre tour, si tel est notre métier. On a le droit aussi, nous, finalement, au droit à l'erreur, et je crois, et au problème. Et alors, effectivement, et je réagis aux commentaires de Bastien, la sécurité psychologique, c'est un élément clé. Et donc, on doit, dans un environnement où le droit à l'erreur n'existe pas, si vous ne voulez pas passer pour incompétent, vous n'allez partager ni vos erreurs, ni vos faiblesses, ni oser faire du. À l'inverse, moi, je me souviens encore, bientôt 9 ans pourtant, mais de mon premier jour chez Octo, je suis allé à un DBL, donc une réunion de midi où quelqu'un partageait sur un retour d'expérience sur un sujet. Et ça m'a marqué, j'ai le souvenir du boss, Ludovic Cinquin, qui, à cette occasion, partageait un fail, une erreur qu'il avait commise, et du coup, ce qu'il en avait appris, les apprentissages qu'il en avait tirés. Et du coup, ça a été hyper marquant pour moi de me dire, waouh, le boss est capable de façon très naturelle de partager une erreur qu'il a faite et du coup, ce qu'il en a appris, etc. Donc, c'est très puissant en termes d'exemplarité pour démontrer la réalité du droit à l'erreur. Alors, si vous êtes dans un environnement où il est déjà assez présent, c'est super. Vous pouvez contribuer en partageant vos propres erreurs, apprentissages. Vous pouvez monter au front pour défendre ce droit quand vous voyez un collègue qui commet une erreur qui est acceptable, qui ose la partager, et donc aller chercher justement ces apprentissages. Et puis sinon, si vous êtes dans un environnement plus difficile de ce point de vue-là, vous pouvez essayer de commencer modestement, juste autour de vous, chercher à influencer les comportements, discuter du sujet avec vos collègues, juste avec votre propre boss, pour aller vers la définition d'un nouveau cadre autour du droit à l'erreur, qui est, par ailleurs, on le sait bien, hein, on l'entend beaucoup, c'est une condition sine qua non à l'expérimentation et à l'innovation. Alors, si on ne contrôle plus, qu'on ne punit plus, qu'on délègue à fond, qu'on développe l'autonomie, que tout le monde a le droit de se tromper, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, du temps et de l'énergie. Ça tombe bien parce que nous revenons aujourd'hui à un monde de faiseurs, de doueurs, où l'excellence technique, elle compte de plus en plus. Donc, on peut choisir les sujets sur lesquels on souhaite rester ou devenir légitime. C'est, je pense, une autre mutation fondamentale maintenant. En tant que manager, on peut revenir développer ses compétences métiers, fonctionnelles, techniques, en méthode, ou revenir à ses compétences en finance, en RH, peu importe.
on est en train d'arrêter de se dire le manager ne doit plus être un expert et il ne doit pas salir les mains. Au contraire, on a le temps pour devenir productif à nouveau, être à nouveau motivé par le fait de développer son expertise et d'être reconnu par ses pairs, pourquoi pas par ses managers. Il s'agit donc pas d'être obligatoirement toujours le meilleur sur tous les sujets, mais de continuer à prendre du plaisir à apporter sa pierre à la communauté. Et la communauté, c'est important, c'est bien le rôle du manager que de la servir. Et c'est pour nous la 10e mutation déterminante, c'est celle du choix. Alors d'abord, choisir son management, pouvoir en effet adapter à son contexte, à ses besoins, à sa personnalité, la façon dont on manage. Il n'y a pas de modèle unique. Il faut se sentir libre de tester, d'adopter de nouvelles pratiques ou pas. Mais c'est aussi choisir son manager. Chez Octo, par exemple, tous les consultants peuvent choisir leur manager et en changer régulièrement. Donc, le manager est au service, finalement, de la réussite et des objectifs de son manager. On peut même, dans de nombreuses équipes chez nous, choisir ses leaders. Par souvent, d'ailleurs, élection sans candidat, par désignation de qui serait le plus compétent entre nous en ce moment pour finalement prendre le rôle de porteur de sens, de facilitateur de notre équipe. Et ça change tout. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais énormément de mal à revenir en arrière, à ne pas pouvoir choisir mon boss. Et inversement, à être nommé boss sans finalement que ce soit le choix d'un collectif qui souhaite que je l'accompagne pour porter du sens, porter de la facilitation. C'est vraiment un switch important de posture, de mindset, qui facilite aussi cette capacité à trouver notre place dans le monde aujourd'hui, dans des organisations plus agiles. Voilà, donc on a fait le tour de ces 10 mutations. Alors, on aurait pu en trouver d'autres, mais de notre top 10 pour ce matin. Vous pouvez voir comment donc, on situe ces 10 pratiques, ces 10 mutations dans le modèle de management qu'on vous a proposé avec ces 4 axes, porteur de sens, facilitateur, mentor et coach et congruent. Alors, donc, à chaque fois, vous avez vu, il y a des techniques, il y a des outils qui supportent chacune de ces mutations à opérer. Et bien sûr, le plus important, c'est de pratiquer, d'essayer, d'expérimenter vous-même ces différentes mutations, d'essayer d'inviter d'autres managers autour de vous à faire de même pour qu'ils puissent constater eux aussi la pertinence de ces approches en environnement. Pour faciliter ces expérimentations, il y a un triptyque, formation, coaching, codev, donc se former à de nouvelles pratiques pour mieux les comprendre, échanger avec des experts, avec des pairs, se faire coacher, parce que les formations, c'est formidable, on adore tout ça, mais quand on revient sur le terrain, le quotidien qui est là, et hop, c'est reparti. Donc, pouvoir se faire coacher sur le terrain pour mettre en œuvre ces nouvelles pratiques, ces nouvelles postures sur le terrain des interactions avec les autres, ça permet vraiment de faire la différence. Et le troisième élément qui est clé pour nous dans finalement les évolutions managériales, c'est co-développement, c'est-à-dire essayer de mettre en place des communautés de managers qui échangent régulièrement sur leurs pratiques, sur leurs expérimentations, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et donc pouvoir finalement bâtir collectivement un modèle managérial mouvant, adapté au contexte, une pratique partagée en amélioration continue. Le manager de demain, il se prépare aujourd'hui. En tout cas, c'est notre conviction. On ne sait pas trop ce qu'il sera après-demain. Moi, ce que j'aime, c'est garder cette idée de choix. On a tous le choix de manager, de leader, on a le choix d'entreprise, et on voit bien que c'est un gros sujet en ce moment. Et s'il choisit de partir, et s'il choisissait de rester. On a le choix aussi en tant que manager de définir notre place, notre rôle, nos pratiques. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. On a cette chance dans nos environnements très technologiques, très modernes. On a cette chance d'avoir le choix. Il faut en profiter et se poser la question régulièrement. Qu'est-ce qui me motive ? C'est quoi ma proposition de valeur ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, demain ? Est-ce que c'est du sens ? Est-ce que c'est du coaching ? C'est de la facilitation ? Est-ce que c'est les trois en même temps ? Comment est-ce que je peux rester congruent avec moi-même ? Dans tous les cas, les organisations qui sortent leur épingle du jeu, là, les organisations plus agiles, elles visent à augmenter la somme de pouvoir disponible. Donc forcément, ça met en tension nos rôles. Elles tentent de distribuer le pouvoir au-delà du cercle managérial traditionnel, finalement pour augmenter la puissance de toute l'entreprise. Et nous, managers ou leaders, on a vraiment tout à gagner, je crois, en aidant toutes nos organisations à atteindre cet objectif.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces différentes pratiques, ces différentes mutations, les creuser, n'hésitez pas à nous contacter et notre organisme Octo Academy. Nous avons notamment une formation sur devenir manager agile et bien d'autres. Et pour le moment, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas effectivement à prendre la parole si vous avez des questions. J'ai vu que dans le chat tout à l'heure, Aurélie, vous aviez posé une question. J'aimerais bien que vous puissiez nous la reformuler si vous êtes toujours là. Et si vous voulez bien prendre la parole. Oui, avec plaisir. Mais je crois que j'ai eu un début de réponse, mais je rencontre souvent le problème d'aider des équipes à s'agiliser. Ça commence à caler quand on motive les équipes à faire de l'amélioration continue, qui relèvent des points, mais qui ne peuvent pas les traiter eux-mêmes. Et la hiérarchie au-dessus ne va pas forcément les traiter, alors soit en temps et en heure, ce qui n'est pas le pire, c'est voire pas du tout. Et le fait de replacer le traitement de ces alertes, je ne sais pas comment le dire, aider les équipes à résoudre des problèmes parce qu'eux, ils ont le mandat pour un périmètre qui est plus large que celle de l'équipe ou parce que ça concerne toute l'entreprise. Est-ce que ça peut rentrer dans ce que vous appelez la subsidiarité? Ça sent bien la subsidiarité ascendante. D'abord, si tu veux répondre. Alors, c'est quelque chose, on partage, qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire que selon son niveau dans l'organisation, on peut avoir un niveau, une sphère d'influence et qu'effectivement, au-delà, on va rencontrer des limites. Et donc, dans les transformations agiles qu'on voit, qu'on accompagne, effectivement, c'est presque systématique une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait sur son périmètre, d'aller chercher le cran du dessus et donc d'embarquer finalement des managers jusqu'au top. Si on peut, c'est quelque chose qu'on va chercher le plus vite possible. Et d'ailleurs, on voit qu'on a de plus en plus de clients, d'organisations qui ont bien compris ça et dont vraiment la direction, le top management, finalement, dès le début ou très vite, s'empare de ce sujet et cherche, pour le coup, et c'est vraiment une très bonne chose, à se montrer un peu exemplaire, presque pionnier, en disant OK, nous, on a bien compris que ce n'était pas uniquement aux équipes sur le terrain de changer, mais à nous aussi en tant que dirigeants. Et donc, comment est-ce qu'on va s'approprier, pratiquer nous-mêmes ces sujets? Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Effectivement, si une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait à son niveau, l'étape d'après, c'est de remonter et de repartir par le haut. Après, si le haut n'est pas engagé ou n'a pas encore compris la nécessité que le système, que l'organisation, que les équipes ont de les avoir à leur côté pour les aider, c'est sûr, c'est plus compliqué. On peut mettre quelques stratégies en place, les faire venir sur le terrain pour qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils entendent les difficultés rencontrées, mettre un maximum de rendre visible un maximum le système pour pouvoir mettre devant les yeux les blocages et mesurer l'impact que ça a. Aujourd'hui, on est bloqué là parce qu'il n'y a pas de décision ici, parce qu'on n'a pas accès à telle ou telle ressource. Voilà ce que ça coûte aujourd'hui. Voilà en quoi ça nous ralentit. Donc, on a besoin de vous. Voilà, c'est partie des pratiques qui peuvent aider, vraiment rendre les difficultés visibles et mesurer l'impact pour aller expliciter le besoin qu'on a de cette subsidiarité ascendante, de nous fouter les bons, le fait de nous aider là où ce n'est pas sur notre périmètre, où ça dépasse nos responsabilités. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Il y a une question d'Olivier Duchela. Olivier, si tu es encore là, tu veux poser ta question? Bonjour à tous, bonjour Alban et bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Oui, en fait, ma question, elle est toute simple. Dans une entreprise qui est très à l'ancienne, comme celle où j'opère, où on est très dans le command and control, très siloté, comment on peut, au-delà de la prise de conscience du DG, c'est quoi les 2-3 pistes qui pourraient permettre de faire prendre conscience que d'autres façons de faire dans l'esprit de ce que vous avez présenté pourraient être efficaces et sans faire peur? Alors, une partie de la réponse est dans ce que je disais précédemment. Alors, dans les structures qui ont une culture très hiérarchique et très dans le command and control, on a besoin de rassurance.
On a besoin de visibilité, on a besoin de savoir ce qui se passe. Le fait de mettre en place du management visuel, de rendre transparent le système, de donner à voir ce qui se passe, d'expliquer où sont les problématiques, où est-ce que le flux s'arrête, où sont les difficultés de la chaîne de valeur, contraint à un moment donné les managers à se dire, OK, mais, du coup, j'imagine bien qu'en effet, les équipes, je ne peux pas leur demander plus. Je comprends mieux, je ne peux pas repartir en injonction en disant quand même, vous exagérez, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne tenez pas vos engagements. Parce que finalement, elles ne peuvent pas adresser ça, puisque là, le développement, là, c'est le produit. S'ils ne se parlent pas, déjà, nous, on ne s'aime pas entre nous. Je ne vois pas pourquoi les équipes s'aimeraient. Donc, déjà, peut-être, on va régler nos comptes entre patrons. Et puis, en effet, s'il n'y a pas les outils, les processus qui permettent d'aller plus vite, d'être plus autonome, etc., ça ne va pas marcher. À nous, maintenant, de leur faciliter la vie. Donc, un des switches de culture potentiels peut être tiré dans les organisations en command and control par le management visuel notamment, mais pas seulement. Je ne sais pas si, Alban, tu as d'autres idées. Oui, ce que je peux partager aussi là-dessus, c'est vrai que et ça rejoint un commentaire, je crois aussi, de Bastien, c'est pas toujours évident de remonter dans la chaîne managériale, la chaîne hiérarchique, surtout 1, 2, 3, enfin, au N niveau. Après, dans les autres éléments qui peuvent fonctionner, c'est aller chercher du coup des pairs, des alter ego, c'est-à-dire essayer de voir quelles autres peut-être organisations pourraient venir témoigner de ce qu'elles ont réussi à faire, comment elles ont réussi à le faire, etc. Bien souvent, les dirigeants sont aussi dans des cercles entre pairs dans lesquels ils partagent. De plus en plus, on voit qu'il y a ça aussi, il y a c'est un peu ce phénomène de concurrence ou de « Ah tiens, mes autres copains dirigeants ont réussi à faire ça, il faut que je le fasse aussi ». Donc c'est vrai que ce sont des éléments qui peuvent jouer, d'aller chercher des interlocuteurs de même niveau qui, eux, auront peut-être une parole plus facile et avec plus de points. Les environnements sont très silotés. Remettre en question les objectifs dès le codir, ça peut aussi beaucoup aider. C'est OK, c'est nos axes stratégiques pour l'année, remettez-les en conversation et rendons transparents nos objectifs dans chacune des directions pour savoir si on est en train de se faire concurrence, si on va bien dans le même sens ensemble, et se reposer la question, mais comment on va le faire ensemble? Parce que j'entends bien que toi, tu vas aller chercher la stabilité, la réduction du budget, alors que moi, il va falloir que je fasse briller les yeux de mes clients avec des nouvelles applications, tandis que toi, tu dois aller acquérir des nouveaux utilisateurs. Si on ne se remet pas d'accord, qu'on ne repartage pas les objectifs et comment on y concourt ensemble on top, on va avoir du mal à tirer le reste de la machine. Si on fait ça, déjà, on va ressouder le comment on fait ensemble pour avancer. Et puis après, on va pouvoir mettre ça en conversation avec les équipes pour du coup recasser un petit peu au moins les silos d'objectifs. Au moins les silos d'objectifs, avant de parler des silos organisationnels. C'est-à-dire, est-ce qu'on partage bien les mêmes objectifs? Parce que c'est rarement le cas. Et ça me fait penser aussi, tant que dans cette idée de parole de dirigeant à dirigeant, notre dirigeant, le dirigeant d'Octo, a publié un ouvrage très récemment qui s'appelle « L'entreprise agile ». Et donc, c'est vraiment une parole de dirigeant sur comment l'agilité a été vraiment diffusée au sein d'Octo depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui peut être, je pense, très intéressant pour d'autres dirigeants. Et donc, voilà, vous pouvez peut-être leur passer, leur faire ce petit cadeau. Donc, la publication est téléchargeable sur notre site aussi, ça peut aider. C'est vrai qu'on est là vers les 10h et que Corinne, qui avait posé une question, vient de partir. Je veux quand même du coup prendre sa voix. Et je pense que là, le fait de parler du livre de Ludovic aurait peut-être pu être un élément de réponse. Si vous en êtes d'accord, on prend cette dernière question et on clôturera ce webinaire. Elle posait comme question, Octo me semble bien avancé sur le chemin de l'organisation apprenante. Quels sont les autres facteurs clés de succès pour avancer? Alors, un élément de partage, je te laisserai compléter, Nicolas. C'est vrai que ça fait partie un peu de la culture chez Octo d'être en permanence en recherche de meilleures façons de faire, et donc de se poser la question de quel est le pas d'après qu'on pourrait franchir dans les sujets qui nous préoccupent particulièrement en ce moment, enfin, qui nous mobilisent.
Il y a tout ce qui est autour du numérique responsable, des nouvelles façons de travailler, notamment à distance. Et aussi, pour être proche de notre sujet de management, tout ce qui est autour de la sociocratie, qui est vraiment un de nos axes de travail importants dans le management chez Octo, pour donner un exemple de prochain pas, prochaine étape qu'on essaie de franchir en ce moment. Je partage complètement. J'avais une question pour Alban et Nicolas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour, merci, c'était hyper inspirant votre présentation. J'ai une question. Est-ce que tout le monde peut devenir manager? Et en prenant de l'expérience, en grandissant, j'ai l'impression qu'il y a un peu, à un moment donné, cette espèce d'obligation de manager des gens. Est-ce qu'il faut avoir une personnalité pour ça, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde, Enfin, moi, je suis un peu dans cette situation-là. Ça me passionne pas énormément. J'adore mon métier, j'adore créer des choses, concevoir des choses complexes. Mais comment on peut faire quand on arrive un peu à ce stade et qu'on ne sait pas si ça nous plaît et on ne sait pas trop comment faire, quoi. Alors, 2 éléments de réponse. Moi, ce que j'observe, c'est que justement, il y a de plus en plus d'organisations qui prennent conscience que le management n'est plus un passage obligé et que peut-être on le voit hein, les géants du web aussi ont été assez inspirants par rapport à ça, mais le fait de disposer de super experts très expérimentés dans leur domaine, etc., ça a autant de valeur que d'avoir de bons managers. Donc, moi, je dirais effectivement qu'on est plutôt en train de sortir de cette obligation et de ce passage obligé d'être manager pour progresser dans l'organisation, pour être reconnu par ses pairs, etc. Et le deuxième point, c'est peut-être justement d'essayer, vraiment de tester, de pratiquer pour voir si ça vous convient ou pas. À vrai dire, le management, il y a énormément qui s'apprend, c'est surtout des gestes. Et quelqu'un qui déjà s'entraîne à pratiquer ces gestes va sans doute devenir un manager tout à fait correct et performant, plutôt que quelqu'un qui aurait peut-être juste quelques aptitudes naturelles et qui ne travaillerait pas ses pratiques de management. D'accord. Hein. Je rajouterais que je suis complètement d'accord, c'est pas obligé d'être manager, mais la question, c'est plus management, c'est le leadership. C'est-à-dire être conscient du pouvoir qu'on a déjà, parce qu'en plus, quand on est expert, on a du pouvoir. On a du pouvoir parce que des gens nous font confiance, parce que des gens nous respectent, parce que des gens regardent notre expérience et ont besoin et souhaitent le conseil, nous avancer, parce que des clients, des équipes ont besoin de nous pour performer. Donc, on est déjà dans une posture de pouvoir. Et donc, c'est déjà une forme de leadership. Et donc, l'important, c'est d'en prendre conscience et savoir ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut, du coup, aider d'autres à développer leur expertise, leur maîtrise? Est-ce qu'on veut partager le sens que l'on voit, nous, dans notre domaine d'activité et ce qu'on voit des tendances à venir et de partager avec les autres et les aider à trouver leur boussole, leur nord? Ou est-ce que c'est finalement d'améliorer les conditions de travail en disant voilà, moi je pense aujourd'hui que dans notre métier, il faut travailler comme ci, comme ça, et je m'engage à vous aider, prendre un rôle plus de leader et manager. Il faut vraiment se sentir encore une fois congruent. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on se sent bien? Et le faire dans cet état d'esprit-là, et certainement pas avec des injonctions de modèles qui nous disent vous devenez manager, vous devez être leader, si vous devez évoluer. Non, en fait, on doit partager avec le monde ce qu'on sait faire et voir ce qui nous fait plaisir. D'accord, merci, c'est inspirant. J'ai peut-être une dernière question, mais quand c'est un peu tard. On est depuis 2 ans dans une grosse transformation du monde du travail avec le remote. Est-ce que management et remote sont compatibles? Est-ce que management et total remote sont compatibles? Comment vous voyez les choses, vous qui avez l'expérience avec le recul de cette dernière année? Alors, de mon point de vue, bon, tu compléteras. Hein, le management traditionnel n'est pas du tout compatible avec le remote. Et même une partie des techniques du management plus avancées commencent à souffrir beaucoup. Donc, je dirais que le remote accélère la transformation managériale. Parce que contrôler, reporter et compagnie ne fonctionne pas du tout à distance. Voire plus, à distance, on se rend compte aussi, il y a 2 besoins forts. Le premier qui est quand même d'être là pour s'occuper des gens, on a besoin d'attention, quoi.
On a besoin d'attention, on a besoin de gens qui nous sortent la tête de l'écran, qui nous coachent, plus qu'avant, je trouve. Et deuxième élément, c'est la qualité des collectifs à distance. C'est super dur de maintenir dans la durée des collectifs à distance. Ça fait 3 ans, là, 2 ans, je n'arrive même plus à compter le temps. Quand on est tous à distance, au début, 2 ans. on était super fiers, les 2 ans, super fiers de faire ça comme ça en claquant des doigts. On va bien qu'on commence tous à fatiguer, à atteindre nos limites. Ça dure trop longtemps. Et nos collectifs ont commencé à changer dans leur façon de travailler, de prendre des décisions. Je trouve que dans les patterns d'un peu de sociocratie 3.0, il y a des choses qui ressortent, qui sont intéressantes. Les structures traditionnelles, nos modes d'organisation, nos modes de prise de décision ne fonctionnent plus tout à fait très bien à distance et ça vaut le coup de s'intéresser plutôt à ça. Comment on fonctionne en équipe à distance et comment ceux qui sont censés donner le cadre et la stratégie doivent aussi reprendre du temps pour préciser le sens et le cadre et sortir, donner les moyens pour que les autres puissent s'organiser différemment pour le vivre au mieux. D'accord, merci. Voilà, peut-être juste pour compléter, le plus important pour moi dans le management, même qui reste valable à distance, c'est établir et entretenir une relation de confiance. Et donc, du coup, la question, c'est comment on porte finalement ces pratiques, sa relation managériale même à distance, pour pouvoir établir et entretenir cette relation de confiance. Et donc, ça veut dire nécessairement passer du temps ensemble, même si c'est en ligne. Il faut se voir de temps en temps quand même. Ouais. Super. C'était hyper intéressant, merci. Oui, définitivement, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Merci à toutes et à tous d'avoir pu assister. Et surtout, je vous l'ai mis dans le chat, si vous voulez continuer les discussions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée.